puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel, voilà, je viens là, près de vous, maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La main dans le sac, nous recevons aujourd'hui Alix Cazalet-Boudig. Bonjour Alix. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alix, vous êtes actuellement enseignante en anglais et vous préparez une thèse qui s'intitule « Poésie, photographie et réenchantement du monde, mise en regard de poétique victorienne et contemporaine en Grande-Bretagne ». Tout à fait. Mais vous êtes également, alors notamment avec Lucie Rataille et d'autres personnes qu'on ne peut pas citer parce qu'elles sont assez nombreuses, à l'initiative du projet Les effets de temps, perception et représentation de la vitesse. Alors ce projet, il abordait de façon transversale et internationale la question de la perception et de la représentation de la vitesse temporelle. Ce projet est terminé aujourd'hui, mais nous avions très envie de vous recevoir parce que c'était un projet extrêmement intéressant, foisonnant, et on y a encore accès en fait à travers un site, mais vous allez nous en dire plus avec vos propres mots. Oui, alors c'était un projet qui s'intitulait en effet « Effet de temps » pour faire court, qui était porté par un ensemble de doctorantes, dont Lucie Rataille qui était chef de projet, doctorante de l'université Jean Moulin Lyon 3, et puis plus précisément d'un laboratoire de recherche qui s'appelle l'IETT. On a eu envie de travailler autour du temps parce que c'était finalement un sujet qui nous fédérait, et puis qui ne fédérait pas que nous, parce que c'est assez universel comme thématique. Et donc, l'idée, c'était de voir comment ce thème du temps, en abordant ce thème du temps, on pouvait toucher à tous les domaines finalement de la connaissance humaine et de l'expérience humaine. Le but était d'obtenir une sorte de vision panoramique de l'expérience du temps à travers ses différentes incarnations et ses modes d'expression. Alors, par contre, comme on était des doctorantes en langue principalement, et puis travaillant plutôt sur la littérature et les arts, le versant artistique nous a davantage attirés. C'est pour ça qu'il a eu une place importante dans le projet. Oui, je crois qu'il y a eu plusieurs expositions. Plusieurs expositions, oui, tout à fait. En fait, le projet s'est organisé autour de 2 temps forts au cours de l'année 2020. Donc un premier à la fin du mois de janvier, grosso modo du 24 au 26 janvier 2020, avec une première journée d'études. Donc on a fait venir des intervenants pour parler du temps, principalement autour des thèmes de la représentation et de la maîtrise du temps et de la manière dont le représenter pouvait permettre d'essayer de le maîtriser. Donc ça, c'était le 24 janvier et c'était une première journée d'études qui était très pluridisciplinaire puisqu'on avait à la fois des gens qui venaient des études littéraires et puis voilà, d'histoire de l'art, mais aussi on a eu un historien, on a eu des gens qui venaient des sciences avec de la biologie médicale et de l'astrophysique. On avait aussi des sciences sociales autour de la gestion du temps dans l'organisation d'un projet culturel. Et on avait même fini la journée par une espèce de petite table ronde de professionnels avec une architecte, un médecin, une avocate qui nous expliquait un peu quelle place avait le temps dans leur profession. Donc voilà, première journée qui se voulait très large et en parallèle de ça, on avait, en fait, le soir de la journée d'études, on avait le vernissage de notre première exposition. Donc une exposition qui s'intitulait Hyper et le principe de cette exposition, c'était de demander à des jeunes artistes contemporains de la région comment ils réagissaient à notre perception contemporaine du temps dans une société qu'on a pu appeler hypermoderne, c'est-à-dire une société où on a l'impression que tout va très vite, trop vite, où on est toujours à court de temps. Donc c'est une exposition qui a réuni les œuvres de plusieurs artistes, je vous donne leurs noms, Kejin Ardito, Jenny Féal, Sabine Leclerc, Mukerem Tunjai, Maxime Delhomme, Robin Curtil et Margot Auria. Et l'idée de cette exposition, c'était donc non seulement de donner une forme de visibilité à ces artistes, mais aussi de créer des liens. On a cherché à travailler en binôme. En fait, on a mis en binôme un doctorant, une doctorante et un artiste à chaque fois. On a créé des rencontres et de ce travail-là est ressorti 2 choses en sus de l'exposition, c'est-à-dire des interviews qui sont sur le site du projet. Donc on a ce qu'on appelle un carnet hypothèse dans notre milieu. Et donc, ils sont toujours disponibles en ligne. Et également un catalogue d'expositions avec un petit texte de synthèse sur l'œuvre de ces artistes et puis une petite interview, peut-être davantage autour du temps, cette fois-ci.
Oui, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est bien entendu pour parler du projet, mais peut-être que les auditeurs se posent la question de savoir pourquoi, sachant que le projet est terminé, étant donné qu'il s'est déroulé sur l'année 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses consultables, visibles, notamment sur le site qui est dédié à ce projet. Et il y a l'exposition virtuelle que tout un chacun peut aller visiter. Voilà, donc ça, je vais vous en reparler tout de suite. Et donc, voilà, on a aussi des traces papier qui, elle, était vraiment recentrée sur l'idée de la transcription de l'expérience temporelle dans les arts. Et donc là, pour le coup, toutes les communications ont donné lieu à un article dans les actes. Et c'est des communications qui ont porté sur des arts très divers, puisqu'on retrouve des articles sur le cinéma, le roman, la photographie, l'installation, encore le design, avec notamment à nouveau des artistes qui eux-mêmes viennent parler de leur pratique, puisqu'on avait reçu Laurent Mulot en conférence plénière et Alexandre Mellet aussi, qui nous a parlé de la manière dont il concevait le temps dans son travail artistique. Et donc, en parallèle de cette deuxième journée d'études, on a eu à nouveau une exposition qui, cette fois-ci, pour des raisons de place, s'est trouvée être une exposition virtuelle, donc pour laquelle on remercie Arnaud Dubois, qui était l'homme de l'ombre de ce projet, qui a conçu la galerie. Et en fait, si vous allez sur notre site, il est toujours possible de la télécharger. Donc, c'était Jérémy Corbeau qui a présenté une exposition qui s'appelle « Le temps d'un arrêt ». C'est une exposition photographique qui... en fait, cherche à nous montrer, à attirer notre regard sur la beauté de petits instants du quotidien à côté desquels on aurait tendance à passer. Et on a vraiment cet œil-là qui va aller regarder le détail devant lequel on passe sans y penser parce qu'on est trop pressé et qui là nous demande de nous arrêter pour regarder cette petite beauté quotidienne. Voilà ce que je peux vous dire sur le projet, donc fini, mais avec encore beaucoup de choses disponibles. Merci beaucoup, Alix. On va passer à la sélection que vous avez faite pour cette émission, La main dans le sac. Vous avez sélectionné 2 documents. Alors, il s'agit d'un livre, Le rêve d'Akbar et autres poèmes d'Alfred Tennyson. Et vous avez également sélectionné Les patineurs de Frédéric Ashton. Donc, 2 noms à consonance anglo-saxonne. Tout à fait. Peut-être en lien avec vos études et votre profession d'enseignante. Mais aussi, on va le voir, vous allez nous en parler plus en profondeur, en lien aussi avec le projet que vous aviez porté en 2020, l'effet de temps. Voilà, tout à fait. On vous écoute pour ces documents. Oui, alors en effet, ce sont 2 documents que j'ai choisis. Bon, il est vrai à la fois parce que c'est des choses dont je peux parler. Je les ai choisis quelque part comme un prolongement du projet, puisque je vous l'ai dit, le projet s'intéressait à la manière dont les arts participaient de la relation de l'homme au temps, et on a traité de nombreux arts différents, mais il m'a semblé qu'il y avait une grande absente en fait, de cette liste. Et cette grande absente, ce serait la musique, qui est l'art du temps par excellence. Alors malheureusement, je ne suis pas compétente pour parler de musique. C'est pour ça que j'ai choisi de l'aborder finalement par 2 arts connexes, qui seraient la poésie, qui est une manière de faire de la musique avec les mots, et la danse, qui a une relation avec la musique assez évidente, on va dire. Alors pourquoi s'intéresser à la musique ? Il me semble que c'est parce que la musique, au-delà d'être un symbole de l'éphémère, comme on peut le voir, c'est vrai qu'on trouve souvent des instruments de musique sur les tableaux de vanité pour nous rappeler que, comme la musique qui cesse quand on cesse d'en jouer, nous aussi nous avons une fin. Mais je pense qu'au-delà de ça, la musique, c'est aussi finalement du temps pleinement vécu. Il me semble que, voilà, ce que je disais un peu plus tôt, dans nos sociétés, on est tout le temps pressé, pris par le temps. On vit le temps comme une espèce de fuite en avant. Or, quand on écoute de la musique, on va profiter de chaque seconde, donner une forme, apprécier la beauté de chaque seconde. Et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant de revenir sur la musique. Et donc, j'y reviens à travers poésie et danse, qui peuvent paraître des arts un peu éloignés, mais qui en fait ne le sont pas tant que ça. Notamment, c'est Paul Valéry qui, dans un texte qui s'appelle « Propos sur la danse », dans Variété, nous explique que pour lui, la prose ressemblerait à la marche et la poésie à la danse, parce que la poésie est une pratique du langage, de la même manière que la danse est une pratique du corps, qui sont
qui sont coupées de l'utilitaire. Et donc, à mon sens, comme elles sont coupées de l'utilitaire, elles vont être coupées de ce flux quotidien du temps et nous amener à habiter réellement le temps de la lecture, le temps du visionnage. Ces 2 documents, donc le recueil de Tennyson et le DVD de Frederick Ashton, je les ai choisis parce qu'ils problématisent notre rapport au temps, à la mort aussi, à la musique, et que, en ce sens, il me semble qu'ils nous invitent à vivre pleinement le temps dont nous disposons. Donc, par le recueil d'Alfred Tennyson, alors, en fait, ça a été une agréable surprise pour moi de le découvrir dans les collections du Silo, parce que, en fait, alors dans la préface, Claude D'Andrea, qui est le traducteur, le rappelle très bien. Alfred Tennyson, il était connu et apprécié en France au XIXe siècle. Notamment, on a Hippolyte Taine, qui était un historien de la littérature, notamment de la littérature britannique, qui voyait en lui l'incarnation de son époque, l'époque victorienne, donc le grand XIXe siècle en fait. Et on peut penser également à Mallarmé, qui a traduit un poème de Tennyson qui s'appelle Mariana et qui lui consacre un hommage funèbre intitulé Tennyson vu d'ici, qui a été publié dans le recueil de textes Divagations, lequel figure dans le 2e tome des œuvres complètes publiées à la Pléiade. Que l'on a au Silo Moderne. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est un poète qui jouissait d'une certaine réputation au XIXe siècle. Mallarmé vous dit déjà que c'était quelqu'un qui était célèbre pour la musique de sa langue. Et c'est quelque chose qui est resté, on en parlera toujours comme ça. Mais en fait, il a été complètement oublié depuis en France. Alors ça s'explique sans doute parce que la génération de poètes suivants, les modernistes britanniques, avec notamment des gens comme T.S. Eliot, ont beaucoup critiqué les poètes victoriens. Donc il y a eu une espèce de... Le modernisme britannique, si vous voulez, s'est construit en réaction contre le victorianisme. Et donc je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'on a un peu laissé ces auteurs-là de côté. Et donc en fait, il n'y a que très très peu de traductions récentes de ses œuvres. Il n'y a pas de traduction intégrale d'un bon nombre de ses textes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un poète qui était considéré comme si emblématique de son temps qu'on a estimé qu'il ne pouvait pas être emblématique d'autres temps. On lui a quelque part dénié son droit à l'universalité. Et je pense que c'est un peu dommage, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire, notamment sur le rapport au temps. Et puis, il y a cette musicalité dont je vous parlais, que je vais essayer de vous faire ressentir aussi. Donc, ce qui m'a intéressée aussi dans ce document, c'est que c'est une sorte de petite anthologie de poèmes. On a sélectionné des extraits de certains longs poèmes, plus des poèmes de taille plus raisonnable, on va dire. Et c'est une anthologie qui aurait pu être classée de manière chronologique. Or, le choix qui a été fait par le traducteur, c'est celui d'une anthologie thématique. Donc, on mélange des poèmes, dans une même section, on mélange des poèmes de toutes les époques de la vie du poète. Ce qui est intéressant là, c'est que ça permet de faire émerger des obsessions. Et des obsessions qui, en fait, sont très souvent liées à cette question du temps et de la mortalité. Alors, le recueil, il est divisé en 4 parties. Le premier s'intitule « Figures de l'Antiquité » et c'est intéressant parce que c'est une partie qui est située dans un temps hors du temps, puisque c'est le temps mythologique. On donne la parole à des personnages comme Ulysse, Titon, qui est un homme qui a reçu l'amour de la déesse de l'aube, et Déméter et Perséphone. Mais dans ce temps hors du temps, on a malgré tout une présence de la question de la mortalité assez forte, puisque c'est un Ulysse vieillissant qu'on entend. De même, Titon, son problème, on va dire, c'est qu'il a demandé à la déesse qu'il aime de lui donner l'immortalité, ce qui lui a été accordé, mais il a oublié de demander aussi l'éternelle jeunesse. Et donc, on se trouve face à un Titon complètement décati qui souffre de son immortalité et au contraire appelle la mort bienheureuse de ses vœux. Donc finalement, on a une sorte d'arc de réconciliation avec la mortalité dans cette partie-là, qui va appeler à vivre chaque moment, le vivre pleinement et pratiquement faire l'effort de vivre
heureux. Cette thématique de l'effort, c'est assez important et on l'entend bien dans un passage que je voudrais vous lire, qui est en fait la toute fin du poème Ulysses, donc Ulysse, la fin du discours d'Ulysse à ses matelots, eux aussi vieux, avant de repartir pour un ultime voyage. Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. Et donc je vous le donne en français, je voulais vous faire écouter la musique de l'anglais, mais le français ne sera plus compréhensible et tout aussi musical. Presque aussi musical. Beaucoup nous est ôté, mais beaucoup encore nous reste. Et bien que nous ne soyons plus cette force jadis qui remuait terre et ciel, ce que nous sommes, nous le sommes. Des cœurs confiants d'une même trempe héroïque, affaiblis par le temps, le destin, mais bien déterminés à lutter, à chercher, à trouver, sans jamais céder. Donc voilà, il me semble qu'ici on entend bien cette esthétique de l'effort à la vie qui est aussi portée par le rythme. Avec ce dernier vers, donc en anglais on enchaîne des monosyllabes, to strive, to seek, to find, et on a une accélération finale avec le not to yield. Et je trouve qu'il y a un élan assez formidable dans ce poème. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, elle est intitulée « En souvenir d'un être cher ». Alors, la question de la mémoire, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup abordé dans le projet. C'est au centre de la réinterprétation de la dernière bande par Sophie Barth, mais aussi très présent dans l'analyse de l'histoire de l'œil de Georges Bataille par Rodolphe Pérez. Donc, l'histoire de l'œil qui est aussi un ouvrage disponible au Silo. Donc, ça peut être intéressant de regarder les deux documents en regard. Mais ici, on est moins dans la mémoire précise d'événements que dans l'expression d'une forme de nostalgie. Une nostalgie que moi, dans mon travail de mémoire, j'avais intitulé « La nostalgie de l'éternité ». En fait, Tennyson, il ne se remet pas de notre condition mortelle. Et donc, il appelle de ses voeux l'éternité. Ce qui va le différencier de Katharina von Greifenberg, dont je vous parlais plus tôt, c'est qu'il a certes une poésie qui va être tournée vers la religion, mais ce que T.S. Eliot disait de In Memoriam, donc le poème clé dont je vais vous parler ici, c'est que c'était un poème qui était religieux non pas par la force de sa foi, mais par la force de son doute. Tennyson, c'est quelqu'un qui va douter énormément, qui va chercher à croire très fortement en l'éternité de l'âme, mais sans jamais parvenir complètement à se convaincre. Et je pense que c'est en ça qu'il peut nous parler. C'est-à-dire que cet état de doute face à notre condition métaphysique, c'est quelque chose qui est très prégnant dans nos sociétés modernes, où on hésite entre une forme de matérialisme et une forme de spiritualité, mais qui s'est beaucoup ébréchée d'une certaine manière. Donc, In Memoriam, son nom complet c'est In Memoriam A.H.H. C'est un poème qui est dédié à son ami de jeunesse, Arthur Hallam, qui est mort en 1833 à l'âge de 22 ans, donc dans la fleur de l'âge. Et Tennyson ne s'est jamais vraiment remis de cette mort-là, donc il a dédié à son ami un très long poème. Il y a plus de 130 sections regroupant des strophes de 4 vers. Donc voilà, elles sont toutes rédigées sur le même rythme. Donc c'est des quatrains, donc strophes de 4 vers, avec des tétramètres iambiques, c'est-à-dire qu'on a 4 fois les iambes dont je vous parlais, non accentués, avec des rimes embrassées, A, B, B, A. Donc ce qui est intéressant de garder la même forme sur un poème aussi long, c'est que ça va vraiment venir donner une musique particulière à l'expression du chagrin. Donc on n'a pas le poème en entier ici, on a seulement les sections 28 à 33 qui rappellent le premier Noël après la mort de Arthur Hallam et la manière dont Tennyson et sa famille expriment leur deuil à ce moment-là. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est à la fois le rapport à la foi qui va venir s'affirmer et le fait que ce rapport à la foi, il s'affirme en musique dans le poème. Donc je vais vous lire un nouvel extrait. On vous écoute.
Our voices took a higher range. Once more we sang. They do not die, nor lose their mortal sympathy, nor change to us, although they change. Wrapped from the sickle and the frail, with gathered power yet the same, pierces the keen seraphic flame, from orb to orb, from veil to veil. Donc, oui, avant de me lancer à commenter, il faut que je vous donne le français. Un ton plus haut, nos voix dans l'aigu s'élevèrent, nous chantâmes encore. Non, ils ne meurent pas, ne peuvent oublier leurs amis d'ici-bas, ni changer envers nous, mais changent d'univers. Arrachés à ce monde éphémère, inconstant, d'une puissance accrue mais toujours identique, brûlante nous atteint leur flamme séraphique, à travers astres et voiles, à travers lieux et temps. Alors ici, deux choses qui sont intéressantes. Je pense qu'on entend bien, voilà, à nouveau cette musique dans un passage qui se veut lui-même musical, puisque les protagonistes, on va dire, chantent ces passages-là. On a l'image du voile, from veil to veil, qui est très importante chez Tennyson, dans la métaphysique tennysonienne, en fait. Ce voile, c'est celui qui se trouve entre notre réalité et la vérité métaphysique. Et donc celui qui nous oblige à croire qu'il y a quelque chose derrière parce qu'il nous empêche de le voir. Et deuxième chose qui est intéressante ici, dans la traduction, on voit vraiment ce choix d'avoir privilégié la métrique sur la traduction, la fidélité de la traduction, si vous voulez, parce que dans le dernier vers, en anglais, on a from orb to orb, from veil to veil, donc on devrait avoir d'astre en astre, de voile en voile. Et on a au contraire, à travers astre et voile, à travers lieux et temps, pour des raisons en fait à la fois de longueur du vers et de rime avec un constant au début de la strophe. La section suivante, elle s'intitule Le passé légendaire, poème arthurien. Donc là, on revient à un temps légendaire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est face à des extraits qui n'ont, à ma connaissance, jamais été traduits de l'œuvre majeure de Tennyson, alors, qui s'appelle Les Idylles du roi, Idylls of the King, œuvre majeure au sens où c'est pas forcément la plus longue, et pas forcément la plus connue, mais c'est celle qui l'a occupée le plus longtemps. Donc c'est un très long poème en 12 idylles, donc 12 longs poèmes qui correspondent, si vous voulez, aux 12 mois de l'année, qui vont faire un cycle de l'arrivée d'Arthur sur le trône à sa mort. Et donc, je vais vous lire un extrait de La mort d'Arthur, un passage des derniers mots d'Arthur au dernier de ses chevaliers. And slowly answered Arthur from the barge, the old order changeth, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure. But thou, if thou shouldest never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of. Donc en français. Et lentement, Arthur répondit de la nef. L'ancien ordre est changé, faisant place au nouveau, et Dieu se réalise en des voies très diverses, pour qu'une juste loi ne corrompe le monde. Conforte-toi. Quel réconfort trouver en moi? Ma vie touche à sa fin et ce que j'en ai fait, puisse-t-il en son sein le purifier? Quant à toi, si tu ne devais plus revoir mon visage ici-bas, prie pour mon âme. On obtient bien plus en priant que ce monde ne croit. Voilà, donc on finit quand même sur un message d'espoir au milieu de la dévastation de la dernière bataille. C'est juste avant sa mort? Non. Oui, en fait, il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Et la nef dont on parle, c'est celle des reines mystérieuses qui doivent l'emmener à Avalon, l'île où il est censé guérir de ses blessures et revenir quand le monde sera prêt. Donc, Arthur, c'est vraiment une figure christique, en fait. C'est un double du Christ chez Tennyson. On va passer au deuxième document que vous aviez sélectionné aujourd'hui, donc qui est, je le rappelle, Les Patineurs de Frédéric Ashton. Voilà, alors c'est un DVD de danse avec des captations de ballets qui ont eu lieu au Royal Ballet début des années 2000, je crois. Alors pour le coup, je suis un peu moins spécialiste de danse que de poésie. Je suis plutôt en amatrice, donc je serai sans doute un peu moins précise, mais j'espère pas beaucoup moins pertinente.
Donc ce DVD, il est intéressant parce que c'est un DVD composite, une sorte d'anthologie, en fait, à nouveau, qui reprend 3 ballets différents, donc Les Patineurs, Divertissement et Scènes de ballet. Et cette cohabitation, on va dire, des 3 œuvres permet de mettre en avant le rapport du chorégraphe, donc Frederick Ashton, à la modernité, en réunissant des œuvres qui ont été conçues entre 1937 et 1977. Donc on a à la fois une vision un peu panoramique de sa carrière, même s'il manque des œuvres très connues, mais on peut avoir une idée de la manière dont il a évolué. Et puis, voilà, ça vient questionner le rapport à la modernité, à l'évolution dans un art comme la danse classique qui nous paraît être à la fois très codifié et d'une certaine manière immuable. Et je voudrais vous montrer avec Ashton que ce n'est pas le cas. Donc là, je vais de nouveau suivre l'ordre du DVD. Donc on commence avec Les Patineurs, qui a été créé en 1937 sur une musique de Giacomo Meyerbeer. C'est un ballet qui est sans histoire, pour le coup. Situé sur une patinoire qui est un peu hors du temps. Donc les décors et les costumes évoquent une époque victorienne ou édouardienne, donc en gros 19e siècle, début 20e. Et je pense que c'est un cadre qui est plus, si vous voulez, mythique que réaliste. Il y a déjà une forme de nostalgie à nous situer dans ce cadre-là. En fait, dans Les Patineurs, ce qui m'intéresse, c'est que le rideau s'ouvre et nous emmène dans une espèce d'espace-temps à part. La scène devient un ailleurs, comme on le voit dans le fait que les danseurs ne se déplacent qu'en patinant, y compris quand ils viennent saluer. Et quand les rideaux se ferment à la fin du ballet, normalement, le ballet se finit sur une pause un peu extravagante, si vous voulez. Et ensuite, le rideau se ferme. Là, la musique continue. Et il y a un danseur qui s'appelle le jeune homme en bleu, The Blue Boy, qui continue de tourner sur lui-même dans une figure très athlétique, on va dire très acrobatique. C'est le mot que je cherchais. Donc il a la jambe, on appelle ça, c'est des tours à la seconde, le terme technique. C'est-à-dire qu'il a une jambe développée sur le côté et il tourne au rythme de la musique qui s'accélère sur sa jambe restante. Et quand le rideau se ferme, il continue de tourner, on ne le voit pas s'arrêter. Donc on a vraiment cette impression qu'on a surpris un moment dans un univers parallèle et puis qu'on en ressort après. Et c'est, je trouve, vraiment plaisant parce que c'est nous emmener, finalement nous faire vivre, je sais plus, quelque chose comme 35 minutes dans un film de Noël. Les danseurs respirent la joie, il y a beaucoup de passages drôles, il y a des chutes qui sont chorégraphiées. Et donc voilà, c'est très plaisant. Ce qui est intéressant aussi sur la question du temps, c'est que je vous ai dit que voilà, on était dans une époque victorienne un peu mythique, c'est un peu celle une sorte d'image d'Épinal, si vous voulez. Mais en même temps, on apprend dans les bonus du DVD qu'une partie de la chorégraphie, donc il y a un couple de danseurs en blanc, pour lesquels Ashton s'est beaucoup inspiré de vidéos de Fred Astaire et Ginger Rogers. Le répétiteur nous apprend que ce pas de deux devait capturer l'essence du charme un peu exagéré des années 30. Donc on a cette espèce de double temporalité dans l'œuvre. On a aussi un rapport à la musique qui est intéressant parce que la chorégraphie épouse la musique de manière plus étroite qu'on ne l'a généralement dans le ballet classique. C'est-à-dire que dans le ballet classique, bien sûr, la musique compte, les temps comptent, etc. Mais il y a aussi une importance accordée à la symétrie. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient symétriques. Souvent, on les compte en 3. Et donc, si le motif musical change légèrement, mais qu'on n'a pas fini la série qu'on devait faire, c'est pas grave, on continue notre série de mouvements. Or là, on a vraiment différents danseurs qui vont venir illustrer différentes phrases musicales. Quand on change de phrase, souvent, on va avoir l'arrivée de nouveaux personnages qui vont illustrer cette phrase différente. Mais après, c'est pas non plus complètement rigide comme système. Il y a des moments où le rapport à la musique se fait tout de même un peu plus lâche.
Le deuxième ballet du DVD est intitulé Divertissement. Alors, Divertissement, en fait, c'est lui-même un ensemble de 6 petites pièces de ballet différentes, chorégraphiées à des époques différentes aussi. Ce qui m'a intéressée ici, c'est qu'en fait, il y a un peu un jeu sur les codes du pas de deux classique. Parce qu'en fait, le pas de deux, il y a une structure qui est d'abord ce qu'on appelle un adage. Donc, c'est sur une musique lente, un moment où les deux danseurs dansent ensemble, et souvent, il y a beaucoup de partenariat, c'est-à-dire que le danseur soutient la danseuse pendant qu'elle effectue des figures difficiles. Ensuite, on a 2 solos, un solo du danseur, un solo de la danseuse, qu'on appelle les variations. Et ensuite, on finit avec la coda sur une musique plus rapide où ils vont enchaîner les tours de force. Généralement, les tours à la seconde dont je vous parlais, c'est une figure. Voilà, c'est un classique de la coda. Et la danseuse souvent fait ce qu'on appelle des fouettés. C'est-à-dire qu'elle fait des pirouettes en ramenant sa jambe sur elle, de manière célèbre dans le Lac des Cygnes. On a les 32 fouettés du cygne noir. Et en fait, ici, on n'a pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on a une musique plutôt d'adage, mais sur cet adage, on va avoir beaucoup plus de duo. C'est-à-dire que les deux danseurs vont effectuer les mêmes pas, parfois un peu en décalé, et assez peu de partenariat. On n'a pas de variation. Et alors, on n'a pas vraiment de coda, au sens où on n'a pas de musique de coda, mais on va avoir des figures, notamment les tours à la seconde de nouveau, de coda sur une musique lente. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait une chorégraphie qui épousait de près la musique. Là, on est sur une chorégraphie qui va plutôt avoir tendance à s'en détacher. Donc, j'avais trouvé ça relativement intéressant. On a ensuite 2 extraits d'un ballet qui n'a jamais vu le jour, qui devait s'appeler Devil's Holiday, qui était un ballet sur la vie du violoniste Paganini, que Ashton avait commencé à chorégraphier en 1939, mais la guerre étant passée par là, ça ne s'est jamais fait. Et ces extraits-là ont donc été réincorporés plus tard dans le divertissement. Donc là, on a de nouveau un pas de deux avec 2 amants en tenue pastorale. Ils ont des petites fleurs sur leur tunique qui nous donnent l'impression que voilà, ce sont des figures des amants éternels qui s'endorment dans les bras l'un de l'autre. Et le sommeil, ici, me paraît aussi une manière d'échapper au temps. Donc, on voit vraiment cette figure de l'amour préservé par l'absence du balai autour. Alors, le divertissement suivant, il est intitulé Thaïs pas de deux, chorégraphié en 1971. Il est chorégraphié sur un morceau qui est très célèbre, qui s'appelle La méditation de Thaïs, qui est un extrait de l'opéra intitulé Thaïs de Massenet, mais qui est un peu une pièce d'orchestre très connue et qu'on joue souvent en dehors de l'opéra. Ici, en fait, l'histoire semble être renversée, puisque Thaïs, c'est l'histoire d'un moine cénobite, Nathanaël, qui cherche à convertir au christianisme Thaïs, qui est une célèbre courtisane. Il finit par y réussir, mais Thaïs choisit de vivre dans un couvent. Et Nathanaël se rend compte que, en fait, ce n'était pas tout à fait gratuitement qu'il avait cherché à convertir Thaïs, mais qu'il en était un peu amoureux. Et devant cette réalisation d'une forme de sensualité qu'il n'avait pas soupçonnée, il renie sa foi, alors que Thaïs, elle, mourra dans la joie du salut. Voilà, ça c'est l'intrigue de Thaïs. Dans Thaïs pas de deux, ce à quoi on assiste, c'est non pas la méditation de Thaïs, comme le titre du morceau devrait l'indiquer, mais plutôt celle d'Athanaël. C'est-à-dire qu'on a le danseur seul en scène, et puis la danseuse arrive voilée. Et généralement, le voile dans le ballet classique, c'est souvent le signe de l'apparition. Et ils dansent un pas de deux amoureux, tous les deux. Donc, je pense que c'est censé représenter la révélation de la sensualité à Nathanaël. Donc, là, de nouveau, on a dans la musique quelque chose d'assez tragique. On a sur l'expression des visages quelque chose de relativement tragique. Mais quand le rideau retombe, tout est encore à peu près sauf. C'est-à-dire que on comprend quand même qu'il y a une séparation puisque Thaïs reprend son voile et repart. On comprend qu'Athanaël ne va peut-être pas très bien, mais il est encore en vie, rien de définitif n'a encore eu lieu. Le divertissement suivant est peut-être mon favori.
Alors, il s'intitule 5 valses de Brahms à la manière d'Isadora Duncan et il est chorégraphié en 1971. C'est une pièce qui est très intéressante parce que il me semble qu'elle interroge la capacité de l'art à ressusciter les morts. Alors ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà un peu vu au cours du projet, avec notamment une communication que j'avais trouvée très intéressante de Louis Daubresse qui présente des films jouant sur l'inversion temporelle. Donc les films, ce sont La Ruta Naturale d'Alex Pastor, Le Droit Chemin de Mathias Gokalp et Demain la veille de Julien Leca et Sylvain Piutaz. Et en fait, ce sont des films dans lesquels on suit des personnages non pas de leur naissance à leur mort, mais de leur mort à leur naissance, à rebrousse-temps, si vous voulez. Et il en fait une analyse absolument fascinante de cette manière dont les personnages reviennent à la vie pour finalement retrouver la mort sous une forme différente. Ici, c'est malgré le titre qui nous annonce quelque chose à la manière d'Isadora Duncan, c'est pas un ballet à la manière d'eux, mais c'est plutôt un ballet qui va chercher à ressusciter Isadora Duncan. Il y a une seule danseuse en scène qui porte une perruque rousse, une robe d'inspiration grecque rose, et donc elle est vraiment là pour incarner Isadora Duncan. Et là encore, la fiction est maintenue jusqu'au bout, puisque même les saluts se font non pas des révérences classiques, mais vraiment des saluts qui conservent cette forme de sensualité caractéristique de la danse d'Isadora Duncan. Et donc, c'est 5 toutes petites pièces qui durent quelques minutes chacune, et que je trouve vraiment émouvante parce que cette Duncan ressuscitée paraît vraiment habitée par le bonheur de danser, en fait, de mouvoir son corps en musique. La dernière valse commence, elle disperse des pétales de fleurs sur la scène en dansant, et d'une certaine manière, je pense qu'on peut y voir un clin d'œil au motif du carpe diem, que le jour, l'idée de profiter des plaisirs de la vie, mais ici pas vu dans sa face macabre, on va dire. C'est pas profite de la vie parce que tu vas mourir, c'est profite de la vie parce que profiter de la vie, c'est bien. Et c'est beau. Et donc voilà, il y a une forme de sensualité, de bonheur du corps et du mouvement qui est vraiment présent dans ces valses-ci. Et le motif du carpe diem est réinterprété ici non pas comme signe de vanité, mais comme signe de plénitude plutôt. Malgré ça, on a quand même une musique qui est jouée au piano, le pianiste est sur la scène, qui est une musique très douce et qui du coup est teintée d'une forme de mélancolie, qui est peut-être le signe de cette mort, qui nous indique que tout n'est pas que joie. On pourrait éventuellement aussi voir dans le voile avec lequel la danseuse danse un écho à l'écharpe qui a tragiquement étranglé Isadora Duncan, donc qui est morte quand son écharpe s'est prise dans l'essieu de sa voiture. C'est l'histoire de sa mort tragique. Donc voilà, il me semble que ce ballet-là, il permet de ressusciter quelques minutes cette danseuse, et c'est très, très beau et très poétique. Et enfin, les divertissements finissent par quelque chose de beaucoup plus joyeux, avec le Voices of Spring pas de deux. Donc c'est un pas de deux sur la valse des voix du printemps de Johann Strauss, qui est un pas de deux pour le coup qui est plein de joie et d'espièglerie sur une valse très vive, avec 2 danseurs qui vont venir incarner le printemps, mais ici un printemps qui ne se fanerait jamais, qui arrive lui aussi en dispersant les pétales de fleurs et qui repart triomphant, surimporté. Donc voilà, on a cet appel au temps des saisons pour nous amener une espèce de joie sans fin. Et donc pour finir dans ce DVD, le dernier ballet est intitulé Scènes de ballet, et il est chorégraphié en 1948. Donc scène de ballet parce que c'est le titre de la pièce de Stravinsky sur laquelle la musique est dansée, et qui m'intéresse parce que finalement c'est un ballet qui est vraiment à mi-chemin entre modernité et classicisme. Modernité d'abord par le choix de la musique de Stravinsky, mais aussi par les costumes. On a des costumes ornés de formes géométriques qui rappellent en fait, comme l'indique le livret du DVD, qui rappellent assez les tableaux de Mondrian. Et modernité aussi dans le rapport à la musique, parce que on retrouve ce dont je vous parlais dans Les Patineurs, mais ici en plus poussé. C'est-à-dire que les différents danseurs vont illustrer les différentes phrases musicales, mais cette fois-ci, ils vont même parfois danser plusieurs
phrases différentes de manière simultanée. C'est-à-dire qu'on peut avoir le soliste qui va s'accorder à un des rythmes de la musique et le corps de ballet, c'est-à-dire les autres danseurs, qui vont danser sur un rythme différent en même temps. Alors ça, c'est très moderne. En fait, moi, ça me fait penser à des choses qu'on retrouve en danse contemporaine, notamment chez les tenants du minimalisme. On a pour ça, à Lyon, la chance de pouvoir voir assez régulièrement une pièce qui s'appelle Dance, de Lucinda Childs, qui a déjà été donnée plusieurs fois. Moi, je l'ai déjà vue 2 fois à Lyon, et elle est redonnée la saison prochaine. Et qui est intéressante puisqu'on est sur une musique de Philip Glass, donc une musique minimale classique, très répétitive. Et Lucinda Childs a vraiment chorégraphié sur la musique, c'est-à-dire qu'à chaque phrase musicale correspond un passage de danseurs qui sont réellement fixés sur la musique. Et tout ça, c'est dédoublé par des décors filmiques de Sol Lewitt, où en fait, en même temps que les danseurs passent sur la scène, on a des vidéos des danseurs en studio qui dansent. Voilà, on minimalisme à toutes les étapes, et on voit vraiment cette harmonie entre musique et danse, où la danse devient une mise en image pratiquement de la musique. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve déjà d'une certaine manière dans scène de ballet, même si voilà, il y a des moments où le rapport se fait un peu plus lâche, mais il y a aussi un jeu en fait sur la symétrie avec la musique. Et on a des moments, je pense par exemple à une série de portées où la danseuse se retrouve portée au moment où on a une note plus haute dans la musique. Donc on a vraiment cet accord entre les deux. Et donc voilà, donc ça va être pour l'aspect moderne, mais c'est peut-être aussi très britannique le fait de mélanger le moderne et l'ancien. On a quand même, ça reste du ballet classique, on retrouve la structure traditionnelle en termes d'arrangement des danseurs. C'est-à-dire qu'on va avoir le corps de ballet, un corps de ballet féminin, un corps de ballet masculin, et 2 solistes, un homme, une femme, qui vont danser parfois comme solistes, parfois danser des pas de 2. Outre cette organisation-là, dans les costumes, je vous ai dit qu'on avait des justes-au-corps ornés de motifs géométriques, mais on est quand même sur des tutus. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est vraiment les costumes du corps de ballet, parce qu'elles ont des tutus blancs, et puis des chapeaux. Alors, je ne saurais pas exactement dire de quelle époque, mais on sent que c'est quand même antérieur, ça fait début de siècle, si vous voulez. Et on retrouve aussi dans la chorégraphie cette alliance-là, puisqu'on va avoir des mouvements qui vont être différents, des lignes beaucoup plus franches, beaucoup moins rondes que dans le ballet classique. Mais à côté de ça, on a aussi des choses qui vont rappeler des grands classiques. Par exemple, il y a des moments où il y a le déplacement un peu... des déplacements savamment orchestrés du corps de ballet qui va être en ligne et puis qui va se déployer lentement. Et cette manière de se déployer géométriquement en musique, en harmonie, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle l'acte blanc dans les grands ballets. Donc, par exemple, le Lac des Cygnes, Gisèle, le 2e acte, où on a ce corps de ballet qui va se déplacer de manière savamment orchestrée et généralement en étant vêtu en blanc. Et là, je vous laisse deviner la couleur des tutus. Noir. Non, ils sont blancs. Donc voilà, on a ce clin d'œil à l'acte blanc aussi qu'on peut trouver par endroits. Et j'ai appris, alors cette fois-ci c'est pas dans les bonus, mais dans une vidéo mise en ligne par le Royal Ballet, qui fait souvent ça, qui filme des répétitions. Là, il y a eu une vidéo qui s'appelle un insight sur scène de ballet, puisque au moment où je vous parle, ils viennent de finir une triple affiche Ashton dans laquelle on trouvait scène de ballet. Donc il y a une répétition publique du ballet. Et le répétiteur donne beaucoup d'informations, notamment le fait qu'il y a une petite partie du ballet qui est surnommée l'adage à la rose. Donc l'adage à la rose, en fait, c'est un morceau d'anthologie de La Belle au bois dormant, chorégraphié par Marius Petipa, où la danseuse a des roses à la main et doit faire des équilibres très complexes. Et donc là, on trouve un clin d'œil à cette figure-là dans scène de ballet, qui est pourtant sur une musique de Stravinsky, donc avec quelque chose de très différent. Donc voilà, je pense qu'on voit cet arc-là qui va mêler classicisme et modernité. Et puis, alors j'ai essayé de vous dire ce qui était pour moi le temps de Tennyson. Je pense que le temps d'Ashton, c'est beaucoup un temps du jeu. Il a ce côté très britannique
de l'esprit, si vous voulez, et il y a très souvent une touche d'humour qui est présente dans ce qu'il fait et qui nous divertit au bon sens du terme. Merci beaucoup, Alix, pour ces choix extrêmement intéressants et la façon dont vous avez réussi à nous en parler, à nous expliquer peut-être des concepts et des idées qui sont pas forcément accessibles à tous, mais vous l'avez vraiment, c'était passionnant. Merci beaucoup. Alors. Je rappelle que vous avez choisi Le rêve d'Akbar et autres poèmes d'Alfred Tennyson et Les patineurs de Frédéric Ashton. Je rappelle également que le projet dont vous avez été à l'initiative avec Lucie Rataille et bien d'autres personnes, Les effets de temps, perception et représentation de la vitesse, est encore disponible, ainsi que le catalogue des journées d'études et le catalogue d'exposition et bien sûr l'exposition virtuelle que l'on trouve sur le site, dont nous mettons le lien juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup à vous, Alix Cazalet-Boudig. Merci de m'avoir reçu. Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel, voilà. Je viens là, près de vous, maintenant.